Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer. C'est la dernière entrevue de l'année 2022. Quelle année? Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai partagé un peu les statistiques de l'année. Alors, j'aimerais vous dire merci parce que vous êtes plusieurs abonnés à vous avoir ajouté à l'audience cette année. Je suis tellement contente de vous avoir. Vous m'écoutez d'un peu partout. Je sais que vous avez énormément partagé plusieurs de mes entrevues et je suis vraiment très heureuse de voir ce résultat-là. À chaque année, je me demande, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Mais bref, en voyant ça, je me dis, OK, je vais continuer. Entrevue aujourd'hui spéciale parce que je la fais avec mon amie Joanie Pietracupa. Si vous suivez le podcast depuis quelques années, ben vous l'avez déjà entendu parce que Joanie, elle travaille dans le milieu des magazines comme moi, j'ai fait. Et Joanie m'a contactée pour me dire, Sophie, j'aimerais t'interviewer. Mais moi, je voulais faire un wrap-up avec Joanie parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie et je voulais l'interviewer. Elle a quitté dernièrement le Elle Québec, le Elle Canada et c'est la rédactrice en chef maintenant du Véro Magazine. Et là, je voulais savoir pourquoi elle avait décidé de faire ça, qu'est-ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle s'en va. Bref, alors je trouve ça très drôle parce qu'aujourd'hui, c'est une entrevue sur moi, mais je peux pas m'empêcher de prendre le micro aussi puis de poser des questions à Joanie. Donc, vous allez avoir une entrevue à deux sens et j'espère que vous allez apprécier notre ouverture, beaucoup de vulnérabilité dans les deux sens durant cette entrevue-là et je suis très choyée de terminer l'année avec Joanie. Je suis vraiment contente. Petit mot parenthèse en passant, vous êtes plusieurs à me demander si le calendrier de production revient cette année. Oui, il est prêt. Le calendrier de production 2023 revient. Abonnez-vous à l'infolette parce que vous allez le recevoir en exclusivité la semaine prochaine. Sinon, il va être disponible. Je vais même faire un épisode podcast pour bien vous expliquer ça. Et il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ce calendrier-là pour nous permettre en 2023 de pousser encore plus loin nos rêves et se réaliser pleinement. Donc, allez vous abonner à l'infolette du podcast Femmes de fer. Le lien est dans la barre de description de l'épisode. Sur ça, j'arrête de parler. Je laisse la parole à Joanie, mais je me laisse la parole. Bref, on y va. Merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Allô Joanie! Allô, Sophie! Ça va? Ça va, toi? Ça va. Je suis comme un peu excitée puis je sais pas du tout à quoi m'attendre et quoi dire parce que cette entrevue sera spéciale parce que tu m'as contactée pour me dire « Hey, ça te tente-tu, Sophie, que je t'interviewe pour ton podcast? » Puis là, c'est drôle parce que moi, je te disais, je me serais dit « Mais Joanie, ça te tente que moi, je t'interviewe pour le podcast? » Parce que je sais qu'on l'a fait. Ouais. Il y a très longtemps. Il y a quelques années déjà. Ouais. Oui. Puis il y a tellement de choses qui s'est passé dans ta vie que je disais, on est dû pour un wrap-up. Alors, puis pour mettre les gens en contexte, Joanie, que je vais te dire dans l'intro, mais je vais quand même le dire, Joanie, on a travaillé ensemble dans le milieu des magazines. T'as été ma boss au magazine Clin d'œil. Puis ensuite, moi, je suis partie du magazine. Toi, t'es allée chez KO Média où tu as travaillé en tant que rédactrice en chef du magazine Elle Québec et du magazine Véro. Et là, tu as quitté le Elle Québec et tu es maintenant à ton compte. Fait que bref, ceci est le résumé de façon de la carrière, mais il s'est passé plein d'affaires personnellement, mais je voulais juste mettre en contexte la carrière. Voilà. Tu sais ça, moi je veux surtout qu'on parle de toi parce que en fait je t'ai contactée, je me disais, je vois Sophie interviewer tout le monde, puis c'est super intéressant, ça fait des topos vraiment tripants, mais je me disais s'il y a une femme inspirante, tu sais, de tête, qui a des choses à dire, ben il me semble que c'est toi, puis je trouvais ça plate qu'on t'entende comme jamais. Fait que je trouvais ça le fun qu'on inverse les rôles, là, juste de te poser des questions, puis de voir t'en es où, puis qu'est-ce que tu penses. Choses. Fait que c'est ça. Tu sais pas les questions que je vais poser. Fait que non, je suis stressée. Je les ai pas envoyées. Je voulais d'abord que tu me parles un peu, ben c'est ça, de ta vie d'avant, parce que tu parles souvent des autres, mais toi, t'as eu plusieurs vies si on parle professionnellement parlant. Tu sais, t'as justement travaillé dans l'univers des magazines, puis
je sais que ça a énormément inspiré, évidemment, ton premier roman Imparfaite. Oui. Donc, je voulais que tu me parles un peu de ton expérience dans les mots que tu es à l'aise d'utiliser pour décrire un peu comment ça s'est passé, puis ce que tu as vécu, puis comment tu as aimé ça, mettons, comme univers. Et ben c'est quand même assez complexe parce que on dirait que moi, je suis tombée dans le milieu des médias, même avant de rentrer dans le milieu du magazine, tu sais. Puis je pense que je t'ai fait rire un moment donné en disant un post où moi, en sortant de l'école de journalisme, j'ai commencé sur le terrain à couvrir l'actualité municipale de Montréal. Et mes gros topos, c'était « Je m'en vais voir le changement de couleur des bacs de compost. Ceci sera resté... » non, c'était de récupération. En tout cas, ceci sera dans ma mémoire. Puis j'en parle parce que c'est toujours important pour moi de dire ceux qui commencent. On a toujours des super ambitions, puis on a plein de choses en tête, puis on dirait que tout a l'air accessible et facile, mais en arrière de ça, il y a ben des affaires, puis on commence toutes par des affaires, des fois qu'on se dit « Oh mon Dieu, c'est pas ça que je veux faire », mais c'est pas grave parce que cette expérience est tellement importante. Fait que pour moi, le journalisme, en fait, et je suis tombée là-dedans dans le milieu plus côté actualité, et ce n'était pas du tout moi. Puis par la chance, c'était que les médias, les multiplateformes se transformaient, puis moi, j'ai toujours été une geek depuis que je suis jeune. Fait que le web, personne ne connaissait ça vraiment, mais moi, j'ai étudié là-dedans, puis je suis tombée là-dedans quand j'étais jeune. Fait que quand on a commencé à avoir besoin de journalistes web et du monde qui code, puis des blogueuses, puis des gens qui comprenaient c'était quoi, ben j'avais tellement d'opportunités parce que c'était extraordinaire. Fait que moi, je suis rentrée par cette porte incroyable-là qui m'a ouvert des portes, puis ça donnait aussi que je tripais sur la mode, je tripais sur la culture. Moi, j'étais une fille qui couvrait tous les événements culturels. Fait que j'ai fait vraiment ma base là, mon nom, mes contacts sont partis de là. Puis je pense qu'une des choses qui m'a vraiment marqué, c'était la compétition. Je pense, moi en tant que fille premièrement introvertie, c'était extrêmement difficile parce que je suis pas, moi je veux juste faire ma job. Puis est-ce que je suis bonne dans ce que je fais ou pas? Après ça, j'ai pas le goût d'être en compétition comme personne, ce qui est un peu weird parce que dans le milieu des médias, faut comme jouer des coudes pour prendre sa place. Puis moi, j'ai pas été à l'aise là-dedans, j'ai jamais été à l'aise là-dedans. Quand tu me poses la question, est-ce que t'as aimé ça ou t'as pas aimé ça, je pense qu'un moment donné, c'est cette compétition-là, moi, qui m'a rendu pas bien dans tout ça. Ouais. Sous toutes ces formes, là. Tu sais, compétition, oui, au niveau du journalisme, mais au niveau de on a l'air de quoi, comment qu'on se présente, comment qu'on montre qu'on est meilleur que l'autre pour avoir un poste ou une place ou une entrevue. Ou ça m'a toujours vraiment mis... Je sais pas comment me positionner là-dedans. Parce que pour moi, le travail bien fait est tellement important qu'après ça, la compétition, je suis comme « Ah, je me sens pas bien. » tu sais. Fait que je pense que j'ai perdu des opportunités à cause de ça. Puis des fois, ça m'a aussi rendu malade ou pas bien. Et où ça a froissé probablement des relations que j'avais parce que j'étais pas bonne à faire ça. Fait que ça faisait que, mon Dieu, j'ai fait de quoi, mais je me sens pas bien, tu sais. Tu dis que t'as perdu des opportunités. As-tu des regrets ou t'en as pas parce que c'était pas pour toi à long terme, mettons, comment dire... Pas c'était pas pour toi, là, pas dans le sens que le problème c'était toi. On s'entend que c'est pas ça que j'essaie de dire. Mais tu sais, des fois, on sent que, ça nous apporte pas ce qu'on aimerait que ça nous apporte, là, t'sais. Au début, tu sais, je voyais ça comme une grosse frustration de dire je perds des opportunités parce que je suis pas capable de me mettre de l'avant, ou je suis pas capable de jouer une game. Puis tu sais, je suis pas en train de dire que le monde joue une game, là. C'était plus moi, il aurait fallu jouer une game pour prendre ma place, puis moi, ça marchait pas, tu sais. Ma personnalité me permettait pas, exemple, tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire de la télé, puis je pense que j'en parlais beaucoup, puis tu sais, je sais que je pense pas que je voulais faire ça pour les bonnes raisons. Tu sais, je me disais, c'est ça que je vois depuis toujours voulu faire ça, fait que, c'est ça, faut que je fasse, tu sais, mais, fait que, quand je dis j'ai perdu des opportunités, c'est que j'étais pas capable de pousser de la bonne façon pour aller là. Puis je pense que c'est correct, parce que je le sais, j'aurais pas été heureuse. Ou j'aurais pas été bien là-dedans, ou j'aurais pas... c'était pas ma place, puis je pense que je me battais contre ça, puis finalement, la vie faisait juste me dire comme « Hey, la grande, c'est pas ta place. » Mais comme, moi, je voulais pas l'entendre, puis j'essayais un peu trop, puis ça me rendait malheureuse. Ouais.
Puis quand ça fait tellement longtemps qu'on est convaincu que c'est ça qu'on veut, on dirait que c'est comme tout un chemin de pensée à défaire. Là. Tu sais, je sais pas, ça remonte loin quand même, essayer de défaire ça, je comprends absolument comment tu as pu te sentir. Tu sais, c'est encore maintenant comme ça parce qu'on, tu sais, après ça, on peut parler de la compétition, de dire, hey, l'autre fait quelque chose, mais moi aussi, j'aimerais ça l'avoir, mais c'est pas parce que l'autre le fait puis que ça a donc bien l'air cool pour elle dans sa vie que ça va l'être dans la tienne puis que c'est ça qui va te rendre heureuse, tu sais. Puis en ce moment, avec tout ce qui se passe dans les médias sociaux, on se compare beaucoup puis on voit qu'est-ce que l'autre fait, mais c'est pas nécessairement ce qui va nous apporter du bonheur. Tu sais, cette personne-là le fait pour un cheminement que elle, ça va lui faire du bien ou pas, mais c'est son cheminement à elle. Puis ça veut pas dire que si on a le même affaire que nous, on va être comme super heureuse là-dedans. Tu sais, fait qu'il faut être comme tellement d'autant plus conscient maintenant. Sérieusement, moi, si j'avais commencé dans le milieu des médias maintenant, je sais pas. Je sais pas comment je me sentirais. Est-ce que tu t'en ennuies des fois de ce milieu-là? Est-ce que tu suis... Non, hein? Je te vois, non. Ben, en fait, je pense que je m'en ennuyais au début. Tu sais, quand j'ai donné ma démission, là. Mais quand j'ai donné ma démission, je pense que ce que je m'ennuyais le plus, c'est mes collègues. C'était le milieu, le monde, le fait de dire, ben, hey, je m'en vais dans un événement, je partage un monde commun, je partage un sujet trippant, puis tu sais, on vivait, ben toi, tu le vis encore, mais tu sais, tu vis des choses extraordinaires que tu fais comme, voyons, qu'on a accès à ça. Tu sais, c'est quoi le... Tu sais, voyons, j'ai rencontré Katy Perry, c'est quoi l'affaire? Tu sais, pourquoi? Puis qui d'autre vit ça? Il y a pas grand monde. Fait que tes collègues sont comme le rebond de cette vie-là, puis... tu sais, je pense que c'est ça, ce dont je m'ennuie, c'est ce que j'ai voulu mettre de l'avant dans le livre, en fait. C'était important pour moi, tu sais, que mon personnage principal soit entouré de monde du milieu, parce que c'est pas parce que par exemple, la famille ou d'autres amis peuvent pas la comprendre, mais c'est parce que les gens du milieu de ces amis-là peuvent tellement bien rebondir sur comment elle se sent. C'est drôle parce que j'ai vu une critique de mon roman qui disait: voyons que la fille, elle stresse parce qu'il faut qu'elle fasse un changement de vêtements durant un photoshoot, tu sais. Ouais. Puis je sais que vu de l'extérieur, ça fait, voyons, ils sont donc bien stressés, ces gens-là, tu sais. Ils sont donc bien comme, allô, c'est juste une couleur d'ongle, on s'en fout, là. Personne va le voir sur le cover. Mais nous, c'est notre job, puis le stress qu'il y a en arrière de ça, c'est pas juste de dire, il faut changer des vêtements, c'est comme, c'est tout l'univers, c'est tout ce que ça entoure. Puis quand tu rebondis là-dessus avec tes collègues et ou des amis qui vivent la même chose, tout le monde est fait comme « Oh mon Dieu, elle t'a pas demandé de faire ça de même, en 2 secondes, pour demain. » Puis, tu sais, tu comprends? Fait que je pense que c'est ça c'est la communauté autour que je m'ennuie le plus. Absolument, c'est drôle, hein? Je répondrais la même chose à cette question-là. C'est les gens qui manquent, puis c'est comme si... C'est tellement... Je m'excuse, vas-y, je me permets non. de... Mais c'est comme si des fois, on dirait que peut-être faussement un peu aussi, ça finit par devenir une vraie famille ou des vrais amis, ces gens-là. Puis pas que ce l'est pas, mais je suis pas sûre que c'est des gens avec qui on serait nécessairement amis en temps normal, dans la vie, si t'es rencontré dans un café ou à l'épicerie, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose d'étrange qui se crée comme genre de petits noyaux, tu sais, serrés, un peu malsain des fois, tu sais, qui se supportent, mais qui en même temps, comme tu le disais tantôt, est en compétition. Fait qu'il y a comme une espèce d'ambiance étrange toujours autour de ça, qui fait que t'aimes les gens, mais t'es aimes-tu vraiment pour les bonnes raisons? Mais en tout cas, je sais pas où j'en suis dans cette réflexion-là, mais... Mais moi, je suis d'accord avec toi parce que quand, tu sais, ça m'avait vraiment marqué quand j'ai quitté le magazine, mon Instagram, tout d'un coup, j'ai perdu tellement d'abonnés du milieu. C'est ça. Puis, et pourtant, de monde que j'étais comme, mais voyons, on se parlait tous les jours. Hein? Puis on échangeait des affaires vraiment personnelles. Puis que moi étant qui je suis, tu sais, puis ça, c'est comme je l'ai appris à mes dépens et ça m'a amené vraiment une énorme réflexion de dire comme, mais moi, je m'intéressais sincèrement à cette personne-là. Genre, sa vie, ses amis, qu'est-ce qui se passe, tu sais, ça se sent pas bien. Puis là, tu sais, tout d'un coup, non, je suis plus, du jour au lendemain, parce que j'ai plus ce poste-là, je suis plus intéressante, parce que je peux plus y donner rien. J'ai plus de place à y donner, je peux plus y faire un photoshoot ou je peux plus la mettre de l'avant, je peux plus parler d'elle. Ça m'a tellement fait mal. J'étais comme, oh my God.
J'ai perdu ma job il y a quelques années, puis j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens à qui ça arrive, puis il faut pas que ça devienne comme gênant, là. C'est tellement pas gênant, c'est une chose qui arrive comme une autre, puis j'ai perdu mon emploi, puis en perdant mon emploi, oui, j'ai perdu ma source de revenus, numéro un, c'est sûr que c'est très inquiétant, mais j'ai surtout perdu toute la communauté qui m'entourait là-dedans, puis ça m'a fait encore plus mal, de voir ces gens-là disparaître, que comme toi, je pensais que c'était des amis, ou au moins des connaissances un peu / amis, tu sais, des gens sur qui je pensais que je pouvais compter, ça a été tough, là, tu sais, de façon très... on entend toujours ça, mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là que tu vois un peu c'est qui les vraies personnes, tu sais, qui continuent à prendre de tes nouvelles, puis prendre soin de toi, puis de s'informer sur comment tu vas, là. Je trouve que... Bref. C'est un petit reality check, t'es comme « Oh boy, OK! » C'est ça, voilà. Comme tu disais, t'as donné ta démission, t'as comme quitté cet univers-là, mais pour les gens qui te connaissent pas autrement, mettons, que par ton métier d'écrivaine avec Imparfaite, tu fais également autre chose, là. Tu sais, moi, je suis au courant, mais veux-tu expliquer un peu ce que tu fais aussi? En arrière de tout ça, tu sais, moi, je suis entrepreneur avec mon mari Deno. Fait que depuis 10 ans, Deno, lui, il a son gym au centre-ville, gym privé au centre-ville. Fait que moi, je baigne dans la communauté plus des entrepreneurs depuis vraiment, vraiment longtemps. Puis la réalité des entrepreneurs, je la comprends très personnellement. Fait que quand j'ai quitté, moi, j'ai parti mon entreprise de consultation parce que comme je disais, tu sais, je suis une fille de multiplateforme depuis, je sais pas, moi, depuis que j'ai 15 ans, là, je code des sites web. Bref, je suis tombée là-dedans, j'ai développé une expertise, je pense, assez spécifique, que ce soit des auteurs, que ce soit des personnalités, que ce soit des petites entreprises pour qu'ils se développent sur les multiplateformes. Mon entreprise de consultation qui se fait beaucoup par bouche à oreille parce que à chaque fois les gens me disent ouais mais t'en parles pas, tu le mets pas de l'avant, mais en fait c'est que moi au départ je me suis dit je vais me partir une business puis je vais avoir des employés puis tout ça et puis j'ai essayé puis ça m'a amené un burn-out, une dépression, c'était pas vraiment le bon moment, j'avais pas l'énergie pour ça, à soutenir l'entreprise de mon mari, moi qui pars en business, après ça je tombe enceinte, j'ai eu un enfant, c'est comme too much, puis là je pouvais pas faire ah oui j'ai des employés. Le bouche à oreille m'amène des contrats assez pour dire que ça subvient à mes besoins. Oui. Pour après être capable de faire mon podcast et écrire mon roman, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est vraiment une décision familiale qu'on a prise. Puis, tu sais, en toute transparence, là, c'est vraiment... Je prends de plus en plus étrangement en ce moment parce que pendant très longtemps, c'était la base de monétaire qui rentrait. Puis c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je disais à Deno, quand je suis partie du magazine Clin d'œil, j'étais vraiment mindée pour avoir ma business, puis j'ai eu un salaire fulgurant pendant 2 ans, puis j'ai tout donné. En partie aussi parce que Deno a une entreprise puis qui est quand même assez difficile financièrement parce qu'on sait jamais comment ça va marcher, fait qu'il fallait que l'argent rentre. Fait que de mon côté, j'ai tout donné puis je me suis brûlée, tu sais, puis quand je suis tombée enceinte, j'ai accouché, tu sais, Massimo, il y avait 2 semaines, puis je travaillais comme une défoncée, là. Parce qu'il fallait que les contrats rentrent. Ce qui a fait que, un moment donné, pour moi, le travail s'était rendu juste d'y penser, j'étais épuisée. Fait que la source de revenus était extrêmement minime. Après ça, c'est devenu à, Sophie, elle écrit, fait que c'est tout. Je n'étais même pas capable de penser à « je vais travailler » parce que j'avais pas l'énergie. Fait que c'était mon roman qui me permettait de continuer. Oui. Puis après, là, en ce moment, c'est comme Sophie, j'ai ma business, j'écris, j'ai des projets, je monte des affaires, tu sais, là. Puis là, je suis comme pour une fois, je trouve que 2023 s'enligne à « je reprends le contrôle un peu de tout ça », tu sais. Est-ce que tu trouves que cet équilibre-là, il est difficile à atteindre au niveau de... Parce que, tu sais, on s'entend, t'as comme 2 chapeaux. T'as ton chapeau d'entrepreneur avec ta business à toi. T'as ton chapeau également, évidemment, d'écrivaine. Oui. Puis là, on parle juste sur le plan professionnel, mais en plus, comme tu disais, t'es la conjointe d'un gars qui a son entreprise à lui, que t'aides aussi. T'es maman, tout ça. Est-ce que tu trouves que cet équilibre-là, il est difficile à trouver? C'est épouvantable. Non, mais écoute,
tu sais, j'en ris maintenant, à me dire que j'en riais pas. Je pense que j'en ai déjà parlé une fois de temps en temps ici et là dans les podcasts, mais moi, j'ai vécu une dépression profonde. Disons, j'ai eu des burn-out reniés pendant bien longtemps dans le milieu des médias. Parce que t'as pas le temps d'être en burn-out, tu sais. Comme dirait, c'était Louis Morissette dans un de ses films qui faisait comme « Mais docteur, j'ai pas le temps d'être en burn-out. J'ai pas le temps d'être en dépression, tu sais. Pas le temps de prendre un break. » Puis je les riais, c'est pas drôle, mais mais c'était tellement ça. Fait que j'avais pas le temps d'être en burn-out. Bref, fait que plus tu repousses ça, plus un moment donné, ton corps fait comme « Ben, si tu m'écoutes pas, je vais te montrer d'autres choses. » Fait que... quand je suis partie à mon compte, ben j'étais tellement sur l'adrénaline de wouhou, let's go, let's go, let's go, ça marchait. Puis là, je pense que c'est le fait, quand j'ai eu Massimo, puis que je me suis assise, puis là, les nuits interminables de je dors pas, puis tout, comme mon corps a shutté down. Puis c'était pas juste un burn-out, là, c'était une dépression profonde d'idées noires et de je sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Tu sais, quand on parle d'équilibre, moi, il a fallu que je me rende là pour que je fasse comme Sophie, c'est quoi la réponse? Puis la réponse est pas simple. Puis l'équilibre, je pense que c'est un travail d'une vie. Parce qu'à chaque fois que tu vas penser que tu l'as trouvé, après t'es comme je vais en mettre plus là, puis finalement, oups, cette affaire-là va prendre plus de place. T'sais. Fait que c'est d'être en ce moment, c'est mon plus grand projet, c'est d'être consciente de ça. De l'importance de trouver l'équilibre. Parce que je pourrais faire « OK, ben Sophie écrit tout le temps, écrit. » Puis fait que quand tu travailles pas, puis que Massimo il est couché, ben écrit, puis après ça, puis je pourrais me lever, puis tout le temps être là-dedans, puis j'ai décidé de pas faire ça, moi. Ayant travaillé avec toi, comme tu disais tantôt dans le passé, je te connais quand même bien sur le plan professionnel, puis personnel aussi, je pense. Puis t'es une fille super ambitieuse, tu sais, puis je dis pas ambitieuse de façon négative parce que ces temps-ci, on entend beaucoup parler, tu sais, du grind puis tout ça de façon négative plutôt là, sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Je le dis dans le sens où pour te sentir épanouie, j'ai l'impression que tu as besoin de t'accomplir sur ton plan personnel, toi. Est-ce que tu penses qu'il y a tout ça qui a joué là-dedans? Parce qu'on parle beaucoup, tu sais, on a parlé financièrement, là, tu te sentais un peu que tu avais de la pression pour ramener des sous à la maison, tout ça. C'était une période incertaine avec la pandémie. Tu venais de laisser ta job, tu voulais continuer à faire un peu le même salaire peut-être, ou tu sais, même plus. Tu sais, puis est-ce que tu as l'impression que tu avais quelque chose à te prouver à toi? Est-ce que tu te mettais toi-même de la pression sur les épaules? Ouais. Mais ça, c'est depuis toujours. Puis c'est pas pour rien que j'ai appelé ça Imparfaite comme livre. Parce que dans le fond, moi, une des premières choses que j'ai décortiquées, c'est le perfectionnisme. Puis ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis jeune. Je viens d'une famille on met ça de l'avant, puis pas négativement. Tu sais, la fierté de mes parents, je peux dire que c'est d'avoir élevé des femmes indépendantes qui sont capables de faire ce qu'elles veulent sans avoir besoin de personne, tu sais. Puis c'est double tranchant un peu, ça. Pour en parler beaucoup avec les femmes sur mon podcast, tu sais, nous autres, les filles, pour se démarquer puis avoir ce qu'on veut, faut faire le double des hommes. Aussi, cette façon de dire comme « Hey, j'ai accompli quelque chose, regarde qu'est-ce que j'ai fait, fait que je suis fière. » Puis d'arriver à « Regarde qu'est-ce que j'ai fait, je suis fière. » En 2 secondes après, paf, ça tombe. Faut que t'en retrouves un autre pour que ça remonte tout le temps puis que tu sois fière. Puis je trouvais ça intéressant. Hier, je lisais quelqu'un qui disait, tu sais, en ce moment, on est comme à la course des accomplissements, des certificats pour se prouver. On a besoin d'aller à l'extérieur, d'aller chercher des accomplissements pour se sentir worthy. Puis ça, moi, ça a été le combat de toujours, tu sais. Ce que tu disais tantôt, tu sais, de dire que moi, je suis ambitieuse, c'est beaucoup parce que je vois énormément le potentiel. Oui, en moi, parce que je suis comme sky is the limit, puis tu sais, tout est devant nous, fait que why not? Mais le potentiel d'une marque ou le potentiel d'une personne, tu sais, puis moi, quand j'avais des collègues, ben, je le voyais le potentiel du monde. Puis la marque, ben, je voyais le potentiel de la marque, fait que j'étais comme, OK, fait qu'on regarde ça, puis on laisse ça aller ou on y va, tu sais, il me semble, ça serait-tu pas génial? Tu sais, comme pour moi, Vogue aux États-Unis, mais why not? Pas au Québec, tu sais. On va le faire. Tu sais, let's go. Pourquoi qu'on voit pas grand?
Mais à un moment donné, t'apprends que c'est pas tout le monde aussi qui veut ça, puis c'est pas tout le monde qui a l'énergie, ou c'est pas tout le monde qui voit ça de même, ou les budgets sont pas là, ou l'entreprise veut pas ça, puis ça sert à rien à un moment donné de se battre avec ça, puis ben la réponse pour moi a été, OK, ben moi, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce qui me rend heureuse, puis au lieu de courir partout, tu sais, c'est quoi les projets qui sont meaningful pour moi, versus tout ce que je peux faire est incroyable, mais comme, est-ce que tout va être vraiment important? T'avais cette charge-là sur tes épaules de vouloir accomplir tellement de choses que je pense que t'as bien fait de privilégier toi-même dans tout ça versus d'autres projets qui n'en tenaient pas qu'à toi, justement. C'est pas nécessairement tout le monde qui embarquait là-dedans. C'est ça. Ça devait être frustrant à la longue aussi, là. T'sais. Mais c'est pas frustrant pour toi, Joanie? Tu sais, pour avoir travaillé dans des grosses marques aussi, là, tu vois tellement le potentiel. Tu sais, par exemple, le L Québec, t'as le regard aussi du LUS, t'as le regard du L France, puis là, tu fais comme, hey, eux autres font ça, why not? Pourquoi pas nous? Tu sais, est-ce qu'il y avait de la frustration? Tu faisais, non, nous... Mais non, c'est sûr qu'il y a toujours une frustration, puis l'industrie du magazine est telle que... Mon Dieu, les magazines imprimés, ça va toujours rester, certes, mais tu sais, les budgets, les ressources vont varier au fil du temps, puis on n'est pas dans une passe où, malheureusement, il y a les enveloppes budgétaires qu'il y a déjà eu dans le passé, donc on est plus restreint à ce qu'on peut faire. C'est sûr que ça vient avec des frustrations, c'est sûr que tu as envie, toi aussi, de faire un cover événement qui va circuler sur les médias sociaux, ou tu as envie de créer quelque chose de grandiose, d'avoir des idées qui sortent de l'ordinaire, mais après ça, tu sais, on revient un peu les pieds sur terre, puis c'est sûr que... Ouais, fait que là, toi, le cover c'est le New York Times qui a fait les 50 célébrités de New York, là, ça te tentait pas de faire ça, Joanie? Oui, c'est ça. I wish, oui. On le fait à nous deux. On fait ça avec... Moi, ce qui me faisait le plus rire dans toutes ces choses-là, c'est que quand les boss arrivaient, OK, on fait ça, c'est extraordinaire, regardez comment que ça a été viral. Puis là, t'arrives et tu te dis, oui, mais nous... C'est comme si on a, tu sais, eux autres, je sais pas, ils ont un budget de 500 000 pour faire cette affaire-là. Nous autres, c'est comme, ben, on a le budget de, ben, écoute, on a un iPhone, on s'en va sur le trottoir, puis ben, on prend nos photos. Fait qu'on fait venir nos amis, puis ceux qui sont là, on y va. J'exagère, là, mais des fois, ça faisait penser à ça. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. J'aimerais pas qu'on parle évidemment de ton premier roman. J'aimerais savoir, bon, Imparfaite, écoute, on a déjà mis la table. Je pense que j'ai l'impression que cette histoire-là peut-être dormait en toi depuis longtemps. Ben, même pas dormait, là, vivait en toi depuis longtemps. C'est quand même une grosse chose, là, pour être semi-passé par là, parce que moi, j'ai écrit un collectif, mais c'est vraiment pas la même tâche qu'un roman, là. Comment... C'est gros, là. Non, mais moi, c'est limite anxiogène. On dirait que c'est une grosse chose à commencer, tu sais, juste à partir, il me semble que c'est gros. Comment tu as décidé de te lancer là-dedans? C'est quand qu'il y a eu un déclic? Tu t'es dit, OK, tant pis, là, j'arrête d'y penser, je le fais. Le déclic est arrivé en même temps que la vie m'a comme envoyé un message. Ça suffit, genre, réalise donc tes rêves à toi. C'est pas arrivé d'une belle façon. L'écriture a toujours été un échappatoire pour moi. Depuis que je suis petite, je m'enfermais dans ma chambre, puis pendant des heures, je mettais la musique dans le tapis, puis j'écrivais. J'ai même retrouvé des manuscrits, puis j'avais écrit ça, puis j'étais c'était vraiment bon, mais tu sais, jamais terminé. C'est toujours eu des histoires jamais terminées, bref. Puis tu sais, j'ai étudié en littérature, j'ai étudié en cinéma à l'université, l'histoire, la scénarisation m'a toujours super gros intéressé, j'ai toujours voulu me développer là-dedans. Fait que tu sais, tout ça a toujours été en moi, mais l'écriture, à un moment donné, j'étais plus capable. Puis l'écriture magazine, qui est complètement différente, n'était pas ma force. Puis ça, je m'en casse pas. Je pense que moi, j'étais bonne en magazine, en production, en gestion, en création, c'est ça, mais l'écriture magazine, je peux pas dire que c'était ma force. Puis vers la fin de mon passage au magazine Clin d'œil, événement est arrivé dans ma vie où je me suis cassé la jambe. Je me suis retrouvée clouée au lit pendant 3 mois à pas bouger. Là. Ouais. Tu sais, comme pas bouger, le temps est long, s'il vous plaît. Mais non seulement pas bouger, mais comme d'être dépendante d'à peu près tout et tout le monde. Et de pas être capable de sortir, de pas être capable de marcher, de faire... Puis quand tu commences à marcher, c'est comme tu fais un pas, puis c'est une victoire.
Fait que ma face, puis j'étais en extrême douleur. Puis c'était, tu sais, j'étais sur les pilules très fortement. À se demander à un moment donné, j'avais peur de devenir addict à ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais faut que je me trouve une façon de comme pas juste focusser sur ma douleur, sinon je vais capoter ben raide. Fait que ça a pas pris de temps que j'ai fait comme, ben Sophie, t'as tout le temps du monde. Fait que vraiment tout le temps du monde. Ben, dans le temps, j'avais pas un enfant. Fait que let's go, écris, tu sais. Fait que, écoute, j'ai écrit. J'écrivais des journées. Ça a été là, vraiment mon échappatoire et où mon moment où je me dis, hey Sophie, c'est un moment rêvé, t'auras jamais ça, plus jamais, tu sais. Fait que j'ai écrit, je pense, la moitié du roman pendant cette période-là. Puis quand je suis retournée au magasin, je m'étais dit, non, mais là, je vais continuer. Puis évidemment, comme la vie est arrivée, que, ça a pogné le champ. Fait que l'histoire a dormi là. Et quand je suis tombée en dépression profonde, la première chose que je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait du bien? Faut que j'écrive. Fait que j'ai repris le manuscrit, j'ai relu, puis j'étais comme, mon Dieu, mais c'est vraiment pas bon. Genre, j'étais là, les personnages sont là, l'ambiance est là, mais c'est donc ben pas bon, tu sais, maintenant. Fait que je me trouvais très drôle de tout ce que j'ai écrit. J'étais là, OK, non, mais c'est ça, mais c'est pas ça pantoute. Puis là, j'étais là, mais là, je vais le faire, mais sérieusement. Peu importe, là, je m'étais assise avec mon mari, j'avais fait, là, ma job, c'est d'écrire. Fait que je m'en vais me faire un horaire. Quand Massimo est à la garderie, j'écris. Puis c'est tout ce que je vais faire. Fait que je me suis fait un horaire de je m'en vais au café, j'écris. Je monte toute ma structure de roman, j'écris, après je recorrige, je refais, je réécris, j'ai trouvé des lectrices tests qui j'avais pas encore fini mon roman mais qui me donnaient qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi t'as marqué ça, puis là OK, c'est pas clair, puis tu sais évidemment Deno était toujours mon premier lecteur de c'est bon mais ça je comprends rien ou qu'est-ce que tu veux dire. Bon, tout ce processus là jusqu'au point final à peu près m'a pris un an avec la pandémie dedans, là. Fait que, tu sais, 1 an et demi parce qu'il y a eu 2-3 mois où on était confinés à la maison avec un enfant de 2 ans. Je peux te dire que j'écrivais pas bien. Puis... Les gens qui te suivent ou ceux qui te suivent pas peuvent aller voir. Tu sais, je sais que t'as publié pas mal de comment dire, d'astuces ou d'outils dont, tu sais, les façons dont toi, tu t'es organisé pour la rédaction de ce roman-là. Mais outre ça, là, mettons, outre l'organisation et tout, est-ce que ça a été facile pour toi de sortir cette histoire-là? Non. Parce que c'est tellement intime et personnel, te connaissant. Moi, je l'ai lu, puis évidemment que j'ai reconnu tout plein d'événements, d'émotions, de situations que j'ai également vécues, que je sais que tu as vécues. Tu sais, évidemment, c'est empreint de fiction, mais il y a aussi beaucoup de réalité mêlée à ça, je pense. Puis est-ce que ça a été comme thérapeutique pour toi ou ça a fait mal quand c'est sorti? T'sais? Les deux. Tu sais, ça a été thérapeutique de dire qu'au départ, je pense que je peux dire ça a sauvé ma vie, d'écrire. C'était mon why. Tu sais, c'était ça, c'est tout. Puis je sortais ma colère. Tu sais, je pense que j'avais déjà... Le premier jet, je l'ai écrit en colère de bien des choses. Puis j'étais comme, faut que ça sorte. Pour bien des affaires. Puis à un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, mais je parle trop. J'ai trop de choses à dire sur tellement de sujets. Puis j'étais en colère contre bien des affaires, là, tu sais. Puis en plus, j'écrivais pendant le MeToo. Puis là, ça, pour moi, ça a été une claque d'en face, ce moment-là. Parce que venant des médias, il y a des gens que tu connais qui tombent, qui sont dénoncés ou qui dénoncent des gens que tu connais. Puis ça me faisait extrêmement mal. Puis de l'autre côté, j'étais là, ça veut-tu dire que j'ai engagé du monde qui était, puis que, mon Dieu, puis ou que j'ai des amis qui sont pris là-dedans, ou que... Fait que j'avais tellement de colère quand j'écrivais mon premier jet. Puis après ça, l'autre affaire, c'était tellement personnel que quand je l'ai envoyé aux médias, là, maintenant que tout était fini et réécrit et d'une autre façon totalement quand la maison d'édition est arrivée dans ma vie, là, mais après ça, quand je l'ai envoyé aux médias, là, le moment où je faisais comme, OK, je signe, puis j'envoie ça, là, j'avais la chienne de certaines personnes, parce que j'étais comme, tu sais, je veux pas blesser personne, ou je veux pas, genre...
je pointe pas personne, puis c'est vraiment que ma vision à moi et vision romancée, tu sais. Est-ce que tu sens là que tu as d'autres histoires qui dorment en toi Mm-hmm. ou les prochaines histoires, ça va être différent puis ils vont sortir de ta tête, de ton imagination? Je travaille sur ma prochaine histoire. Puis cette prochaine histoire-là veut pas encore sortir. C'est ça, OK. Ouais. Puis je trouve ça extraordinaire de voir ça monter présentement. Parce que je me laisse la liberté comme qu'elle vienne. Je suis pas... Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont dire, ben écris à tous les jours, tu sais, soit reste toujours dans le flow d'écriture et tout, et tout, et tout. Puis on dirait que moi, ça m'amène du guilt. Je me sens... oh non, j'écris pas à tous les jours, fait que je suis poche, tu sais. Peu importe. Dans la comparaison, là, tu sais, de dire comme « Ah ouais, mais moi, je fais pas ça de même. » Puis, un moment donné, j'avais fait une entrevue avec Kim Thuy pour le podcast. Puis Kim, elle avait dit, ben, que elle, quand quelqu'un lui pose la question « Est-ce que tu écris un prochain roman? » Elle l'a très bien dit, là, puis vous irez écouter l'entrevue parce que c'est une entrevue magnifique de toute façon. Elle avait dit, ben, moi, j'écris quand il y a une histoire qui vaut vraiment la peine d'être écrite, tu sais. Puis on dirait que j'ai fait comme, OK, mais moi, je le sens plus comme ça. Tu sais, je dis que j'écris pas, mais en même temps, je fais énormément de recherches. Et de ce que j'observe, de la façon que moi, j'écris, c'est, je vais faire beaucoup de recherches, je fais faire beaucoup de transformations personnelles, de réflexions personnelles, puis ensuite, je vais créer quelque chose. Fait que là, ça s'en vient, là. Ouais, je comprends, mais c'est sûr qu'il faut se laisser de la place pour que justement l'histoire nous vienne en tête. Ben, en même temps, je sais pas comment fonctionnent les gens, tu sais, comme à la blague, je te dirais, tu sais, mon beau-père tripe sur Michel Tremblay, puis à chaque fête des pères et Noël et anniversaire, on lui achète un roman, puis ça me fait réaliser à chaque fois que Michel Tremblay sort comme 4 ou 5 romans par année, puis je me dis, mais where does he get the energy, tu sais? Puis comment est-ce qu'il est capable de penser à autant d'histoires nouvelles après autant d'années de carrière et tout? Puis tu sais, je le pense en blague parce que ce processus-là est pas inné pour moi, c'est pas quelque chose de comme, j'ai une nouvelle idée, let's go, je me... Mais ça, je couche ça sur puis tu vois, ça serait intéressant, je pense, de lui poser la question à Michel Tremblay, mais je pense que c'est un flot de vie, tu sais, dans le sens que pour lui, sa vie est l'écriture. Tu sais, moi, je me mentirais pas que la vie, c'est pas l'écriture, là. Même si je suis auteur, ben, je suis entrepreneur, je suis maman, je suis... tu sais, je développe d'autres choses en ce moment et, tu sais, tout ça fait partie de ce qu'on fait, mais j'ai un dossier rempli d'histoires. Si on me donnait, là, si je pars sur une île déserte, j'écrirais probablement 50 histoires dans ma vie, tu sais. Mais bon. Ouais. Mais avoue que c'est fascinant de te demander, mais Michel Tremblay, est-ce qu'il trouve que chacune de ses œuvres est un grand roman? Parce que moi, je sais pas comment dire. Moi aussi, je l'ai écrit là, dans mon intro à mon collectif où je disais que j'ai un dossier sur mon desktop d'ordi écrit Nope avec genre 50 débuts de romans, là, tu sais, puis c'est vrai. Puis des fois, je me dis, mais tabarnouche, je les continue pas, ces histoires-là, parce que des fois, je me dis, mais voyons, c'est plate, tout ça n'a pas rapport, ou je pense pas que ça a le potentiel de devenir quelque chose d'important, ne serait-ce que pour moi, tu sais. Fait que ça me fascine, les gens qui ont la créativité tellement à fleur de peau que ça sort de partout, tu sais. Ouais, mais je pense même pas qu'il se pose cette question-là. Ouais, t'as raison. Et il s'arrête... Alors, je pense pas qu'il va s'arrêter à ça, tu sais. Non, comme il va s'asseoir, ça va écrire. Et je suis sûre que Patrick Sénécal, c'est un peu la même chose. Tu sais, là, on extrapole parce qu'on sait pas, mais tu sais, moi, j'ai l'impression que pour écrire toujours comme ça, ben c'est juste parce que c'est comme c'est ça leur vie, tu sais. Oui. Raconter des histoires. Puis tu sais, malheureusement, nous autres, je pense qu'on est un peu pareil là. Nous, on se remet énormément en question, tu sais. On va s'auto-saboter, on va se poser 30 000 questions qui valent même pas la peine parce que ces histoires-là valent la peine d'être mises de l'avant. Puis c'est juste nous, de l'autre côté, qui s'arrêtons puis qu'on est
ah ouais, mais ça va être plate, ou tu sais, personne va lire ça, ou je suis pas sûre que c'est bon que ça. Mais tu sais, comme on est qui, nous, pour juger notre créativité, là? Puis y a-tu quelqu'un qui peut créer, tu sais, qui peut vraiment critiquer ça? Tu sais, je dis que je regarde en ce moment les critiques de mon roman, mais en même temps, ce n'est que l'opinion d'une personne au moment où elle le fait, dans le vibe, comment elle est, tu sais. Après, Oui, absolument. peut-être qu'elle l'aurait lu 2 ans plus tard, elle a fait comme « Wow, incroyable le roman », tu sais. Ou pas. Puis... Tellement subjectif, là. C'est ça, c'est tellement subjectif, la lecture, tu sais. Mais, puis justement, c'est drôle que tu abordes ça, parce que ma question suivante était celle-là. Est-ce que, justement, te connaissant, toi aussi, très sensible et très à l'écoute de tes propres petits démons, est-ce que t'as eu un sentiment d'imposteur? Est-ce que t'as eu excuse-moi, est-ce que t'as vécu ça en écrivant Imparfaite? Ou, puis si oui, comment t'as réussi à te sortir de ça? Comment t'as réussi à passer par-dessus? Ben, alors, quand j'écrivais, j'avais pas le sentiment d'imposteur parce que personne ne savait que j'écrivais. Puis ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est que c'est pas toute chose que l'on fait qui mérite d'être dévoilée, mis de l'avant. Dans l'ère où on veut tout montrer qu'est-ce qu'on fait, c'est correct parce que d'un bord, on se dit, ben, tu sais, c'est de même qu'on se promouvoit, qu'on continue à donner des nouvelles aux gens, ou que, qu'on montre qu'est-ce qu'on fait, whatever. Mais je ne crois pas que chaque projet mérite d'être mis de l'avant pour la simple et bonne raison que quand c'est en gestation, dès que quelqu'un d'autre se mêle, que ce soit juste une petite pensée, un petit commentaire, même juste « Hey, wow, c'est incroyable, ça va être tellement le fun », juste ça va venir polluer le processus qu'on fait. Fait que moi, personne ne le savait, ou presque. Puis à part... puis même ma famille ne le savait pas vraiment. Tu sais, il y a juste des noms qu'ils savaient parce qu'ils étaient là. Ils me voyaient aller. Mais il y avait pas grand monde. Puis je pense que ça, pour moi, j'avais pas le sentiment d'imposteur à cause de ça. Le moment où je l'ai eu, c'est quand je l'ai envoyé aux maisons d'édition. Puis que là, tu dis comme, ouf, tu sais, le travail est critiqué selon la qualité versus d'autres personnes qui écrivent, là. Oui. Par des gens professionnels qui envoient je sais pas trop combien passer, là. Là, c'est une autre affaire. Oui. Puis pendant tout le long de la correction, je l'ai eu, ça, ce sentiment-là. Oui. Tellement que des fois, Stéphane, dont Pierre, qui est mon éditeur, me disait comme « Hey, tu peux-tu arrêter? T'as écrit un roman, on peut-tu se dire que c'est incroyable? Merci. » Comme « Allô? C'est fait, c'est beau. » Fallait qu'il revienne me le dire, puis qu'il soit comme... Oui. Fallait qu'il me le dise, tu sais. Puis le moment, je pense, où j'ai arrêté, tu sais, quand je l'ai lancé, j'avais la difficulté à dire que j'étais auteur. J'avais la difficulté à dire comme, hey, tu sais, j'ai un roman. Même si je le mettais de l'avant, j'étais comme, ah ouais, mais tu sais, je veux pas vous déranger avec ça. Mais je vais le mettre de là. Tu sais, c'était comme à chaque fois, tu sais. Puis, sauf que je pense, le moment où j'ai senti que c'était plus ça, c'est quand des gens qui ne me connaissent pas du tout m'ont écrit pour faire comme « Hey, j'ai lu ton roman, puis ça, j'ai aimé ça. » Là, j'ai fait comme « Hein? Ouais. OK, c'est pas juste mes amis, ma famille, mes collègues et où le monde autour qui le lisent, là, c'est du monde que je ne connais pas qui ont fait comme « Hey, j'espère que tu vas écrire d'autres choses. » Ah, OK. Puis tu sais, ça prend pas l'approbation de quelqu'un d'autre là, pour avoir sa place, c'est pas ça que je dis, mais pour moi, ça a comme apaisé ce sentiment-là. C'est fou, on s'est croisés au Salon du Livre il y a 2 week-ends, puis justement, on se parlait de notre première expérience, on a pris une super belle photo ensemble, puis je trouve ça très ironique et cute qu'on vive un peu quelque chose de similaire en même temps, ensemble, comme côte à côte. Je trouve ça très cute, puis j'essayais d'expliquer ça à ma blonde, pareillement, je disais pas que j'ai besoin de l'approbation des autres, même si, mon Dieu, que c'est le travail de ma vie, là, me défaire du regard des autres, mais d'avoir de l'amour brut comme ça de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui n'est pas obligé de t'aimer, ni obligé de venir te dire « J'ai vraiment apprécié ce que tu as fait, merci ». Juste ça, c'est comme de l'amour qu'on n'est pas habitué à avoir. Tu sais, je pense que les gens pensent à tort souvent qu'en magazine, tu sais, on a beaucoup de feedback, beaucoup d'amour, mais tu le sais comme moi, là, on n'est tellement pas en contact avec le lectorat, avec les gens qui nous lisent ou avec les gens qui suivent notre travail.
Mais c'est comme drôle comme amour. C'est comme, je me suis sentie le temps d'un week-end, je sais pas toi, mais comme une grande vedette, là, tu sais, qui avait comme des fans. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est bien... Je sais pas, j'ai pris ça dans mon cœur pour les jours gris en me disant, je veux pas reposer toute ma confiance en moi là-dessus. Je veux pas laisser ça reposer là-dessus, mais en même temps, ça a vraiment fait du bien d'avoir une genre de validation externe, tu sais. Intéressant, parce que tu vois, la prémisse première de Imparfaite pour moi, c'était pourquoi on a besoin de briller dans le regard des autres. Voilà. Tout est dans tout. Pour moi, c'est super important de me poser la question parce que c'est pas positif ou négatif. Parce que moi, j'étais et je suis accro aux médias sociaux. Ouais. Je l'ai déjà dit, je suis cyberdépendante. Quand il y a des moments où je me sens pas bien, ça m'apaise, scroller. Ouais. Ou pendant la pandémie, c'était d'être au courant de toutes les nouvelles. Partager toutes les nouvelles. Savoir tout de tout. Puis, quand t'arrives à être accro au regard des autres, c'est pas juste une question d'être vaniteuse, de dire « Ah oui, le monde m'aime parce qu'ils me mettent des likes, puis tu sais, c'est le fun. » Bon, c'est pas tant ça, c'est plus de dire comme j'existe, tu sais, puis on me montre que j'existe. Puis pendant que j'écrivais, j'ai vraiment fait une grosse recherche là-dessus et thérapie, parce qu'il faut dire que moi, je vois une psy, puis je me suis beaucoup posé cette question-là avec elle. Puis tu sais, l'importance de briller dans le regard des autres, en fond, c'est le premier questionnement, un des premiers questionnements philosophiques de ça. C'est quoi le regard de l'autre, de l'humain? Fait que quand, à la base, l'humain existe parce qu'il est vu par quelqu'un d'autre. Oui. Fait que tu existes parce que le regard de l'autre est là. Sinon, t'es même pas courant que t'existes parce que personne te regarde. Mettons qu'on y aurait juste un humain sur la Terre, là. Bon. Ouais. Fait que ça, moi, quand j'ai découvert ça, on dirait que ça m'a beaucoup apaisé. Parce que tout ce que je voyais quand on parlait de médias sociaux ou d'influenceurs, peu importe, c'est comme si, c'est tout du monde narcissique qui veut juste être vu, tu sais. Oui, mais tout le monde veut être vu. Ouais. Tout le monde veut se faire dire qu'on existe. Ouais. Mais, tu sais, fait que ça, pour moi, ça m'avait beaucoup apaisé quand j'avais trouvé ça, parce que j'étais comme, OK, ben ça a une réponse. Pourquoi j'ai besoin de regard des autres? Après ça, lequel, pourquoi, comment? Ben là, ça se développe, tu sais. Puis je pense qu'en parlant de tes fans, tu as une belle réponse, tu sais, c'est de dire, ben c'est des gens qui apprécient beaucoup ce que tu fais. Puis ce que tu fais, ce que tu as écrit, c'est personnel, c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui est passionnant, qui venait vraiment de toi, tu sais. Ouais. Fait que ça, ben, les gens ont apprécié ça, tu sais. Ouais. C'est une pureté, tu sais, dans le sens que, tandis que de l'autre côté, ben, il y a bien d'autres façons d'être aimé des autres qui est pas super bonne ou pure ou, tu sais, mais qu'on peut devenir accro pareil à ça, tu sais. Absolument. Puis, en fait, ma dernière question va comme, je pense, bien clore cette belle conversation-là, mais justement, tu as une super belle communauté en ligne de femmes et d'hommes, très probablement, qui te suivent parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils t'admirent, parce qu'ils veulent faire partie de ton univers. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te crée comme, comment je pourrais dire, de l'énergie, puis qui te pousse à continuer dans la voie dans laquelle tu t'es lancée? C'est drôle parce que quand j'ai fait le Salon du livre de Montréal, très sincèrement, je me suis dit, il y a personne qui va venir me voir. Parce que moi, dans ma tête, là, tu dis, il y a une communauté de monde qui est bon. Mais moi, ça existe pas. OK. Je m'en rends pas compte parce que mon podcast, là, il est silencieux. Il y a personne qui m'écrit. Oui, il y a des gens, des fois, mais je veux dire, c'est pas comme un show qu'à la fin, 200 personnes applaudissent. Ouais! Puis là, tu fais comme, wouhou! OK, j'avais 200 personnes qui sont venues me voir, tu sais. Ouais. C'est extraordinaire quand tu penses combien de gens écoutent le podcast. Mais je les vois pas, je sais pas. Il y a personne qui m'a applaudi ou peu importe. Puis la même chose pour le livre. Je sais pas, j'en ai vendu combien de romans. Ouais. Je sais pas, tu sais. Il y a du monde quand... Ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est quand j'ai fait une entrevue dans la presse, tu sais, pour la sortie de mon roman. Mais combien de monde, après ça, qui me connaissaient, ou peu ou pas, ou en tout cas, sont venus me voir, puis ont fait comme « Hey, Sophie, je t'ai vu dans la presse, puis là, ou je suis au café, puis le monde sont comme hey, « En tout cas, je voulais juste te dire, j'ai lu ton article. » Là, t'es là « Oh, OK. » Ouais. Ah, OK, il y a du monde qui sont là, qui suivent, tu sais, puis
Ouais. Une amie m'a dit la semaine passée, elle disait, voyons, Sophie, que t'es drôle, toi. Tu penses que personne allait te voir. Tu sais, c'est pas ça qui est arrivé, là. Il y a du monde qui sont venus me voir, puis du monde que je connaissais pas, là. Puis j'étais là, tu t'es déplacée pour moi. Fait que ce que tu dis, tu sais, je pense que tranquillement, je suis consciente, mais je me mets pas ce poids-là. En fait, je suis plus dans le questionnement de... Je suis encore dans ce questionnement-là. Oui, c'est ça, je le vois. Ouais. Le travail que tu vas faire, en fait, c'est de la réaliser, cette communauté-là, tu sais, de réaliser qu'elle est là, qu'elle te soutient, qu'elle a hâte de lire tes prochaines histoires, puis de voir ce que tu vas faire, là, tu sais. Ouais. Puis le questionnement sera toujours qu'est-ce qui mérite d'avoir cette place-là. Ouais. C'est quoi mon prochain projet? Pas juste pour faire que je fais quelque chose, tu sais. Mais c'est quoi le message que je veux mettre de l'avant? Qu'est-ce qui m'inspire puis qu'est-ce qui peut inspirer les gens? T'sais, dans les dernières années, moi, mon travail a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accepter que moi, je suis pas là pour être dans le trend. Ce qui est assez ironique parce qu'avant, c'était ça que je faisais, tu sais. Mais pour moi, c'est pas ça. Ce que je fais, c'est qu'est-ce qui est inspirant, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui nous motive à aller plus loin, comment qu'on peut faire pour s'expandre, pour être mieux, pour être meilleur, pour être bien avec soi. Tu sais, je pense que là, en ce moment, je me développe, je fais beaucoup, beaucoup de recherches pour moi me sentir bien, pour me trouver moi. Puis ce que je veux partager, c'est ça. Puis c'est ce que quand tu me demandes, tu sais, c'est fait que quand je pense à la communauté, c'est ça. Je me dis, qu'est-ce qui va aider les gens à mieux se sentir? Puis tu sais, il y a bien des façons de faire, là. Mais, puis, fait qu'en ce moment, je pense que c'est ça, mon... Ben, je pense que t'es sur une super belle piste. Tu sais, t'es super vulnérable, honnête, puis transparente, puis je pense que ça fait énormément de bien aux gens en ce moment, là, tu sais. T'es pas la seule dans ces quêtes-là, puis de voir quelqu'un qui l'exprime aussi bien, ben ça fait du bien, ça fait sentir moins seul, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se sentir moins seul, tu sais. Moins seul, puis tu sais, je pense qu'on est tanné aussi, ou en tout cas, je veux parler personnellement du fake, des affaires montées, ou de quelqu'un qui avoue après qu'il était malheureux dans l'image qu'on a montée de cette personne-là, ou de... Ça nous parle pas, ou c'est très malsain, tu sais. Je veux dire, on est tellement dans une ère où on fait juste essayer d'être analytics, on essaie juste d'être un data pour être meilleur dans le meilleur, d'être plus productif, mais on s'oublie soi personnellement. Puis ça, je suis comme, comment qu'on peut se ramener plus à être juste bien en tant qu'humain, tu sais, puis qu'après, on peut faire des grandes choses, mais pas en se détruisant puis en devenant des robots, tu sais. Exactement, absolument. Vraiment. Mais moi, je veux savoir, Joanie, parce que je suis très curieuse, maintenant que tu as écrit ton livre, ton collectif, là, comment tu vois ce projet-là dans ta vie? Tu sais, parce que là, puis je suis pas en train de dire que tu as bien du temps, parce que je suis certaine que tu n'as pas beaucoup de temps à toi, là, même si tu n'es plus rédactrice en chef du Québec, tu sais, t'as encore le positionnement au Véro qui doit être assez extraordinaire aussi comme positionnement, tu sais. Là, t'as écrit ton livre Stress pas Minou, pour ceux-là qui ne savent pas, sur un collectif sur l'anxiété, qui est le mot important à mettre de l'avant, je pense, en 2022, ça a été le mot de l'année. Absolument. Fait que là, toi, ton positionnement, comment tu te sens là-dedans? Ben, je me sens super bien. Je suis contente que ce projet-là, c'est sûr que je suis perfectionniste comme toi, fait que j'aurais aimé avoir un autre 5 ans pour le peaufiner, ajouter encore des voix, le corriger, tout ça. Ça m'a pris un grand, laisser aller, là, à un moment donné, de justement laisser aller ça.
Mais je suis très contente parce que honnêtement, le but premier de ce collectif-là était vraiment juste que les gens qui font de l'anxiété se sentent moins seuls parce que moi, je m'étais tellement sentie seule en faisant des attaques de panique à répétition puis en réalisant que j'avais un trouble d'anxiété généralisé. Puis je trouvais pas beaucoup de littérature moderne là-dessus dans le sens où des self-help books et tout, tu sais, il y en a, ça existe, puis j'en trouvais, mais quelque chose de plus intime ou de plus personnel raconté au jeu, j'en trouvais moins. Fait que je t'avoue que ça m'a fait énormément de bien de travailler là-dessus. J'ai comme l'impression que ça a été une petite thérapie. Puis le commentaire des gens qui revient beaucoup est « Merci, je me sens moins seule, ça m'a fait du bien. » Puis c'était tellement juste ça le but que ça a été atteint, ne serait-ce que pour une personne, ça a valu la peine, là, tu sais. C'est ça, hein? C'est ça. Fait que juste une personne aurait pu me dire « Je l'ai lu, ça m'a fait du bien. » Puis ne serait-ce que pour cette personne-là, je serais comme « Oh mon Dieu, merci de me dire ça, c'est le plus beau compliment. » Tu sais, fait que le but est atteint pour moi avec ce projet-là. Fait que pour toi, dans le fond, c'est vraiment une expérience puis tu te laisses porter par les projets en ce moment. Oui, exact. Là, j'ai quitté le Québec et le Canada. J'étais rédac-chef des deux depuis 2-3 ans. Puis j'ai vraiment trouvé ça trippant. J'ai fait des choses que j'ai trouvées très belles et importantes pour moi. Je l'espère peut-être un peu pour les autres aussi, mais ne serait-ce que là, il faut que je pense à moi, puis j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de temps dans ma vie, justement, pour prendre soin de moi, pour prendre soin des gens que j'aime, puis tu sais, c'est le fun de travailler puis de dépasser, mais à un moment donné, c'est pas tout dans la vie. Puis j'avais un peu l'impression que la vie me passait devant les yeux puis je la voyais pas passer, là, tu sais. Que quelqu'un d'autre la vivait que moi. Donc, j'ai eu envie de prendre plus de temps pour moi, justement, puis avoir justement cet espace-là pour que d'autres projets puissent naître ou tu sais, j'ai envie de faire des nouvelles choses. C'était important pour moi, ça. Je sais pas à quel point, quand tu travailles tellement, on dirait que il y a ta passion, ton désir de faire quelque chose de nouveau est pas mal éteint. En tout cas, moi, ça l'était vraiment beaucoup. Ouais, c'est pas tant que c'était éteint que c'est sûr que ça fait 15 ans que je fais ça dans les magazines puis je fais un peu tout le temps le même rôle, là, tu sais, de chef de section à rédac-chef, là, ça demeure, à part, comment dire, là, la quantité de responsabilité et tout, tu sais, ça demeure un peu le même rôle. Fait que oui, j'ai fait un peu le tour, mais c'est sûr que je pense que quelqu'un peut faire sa vie entière comme rédac-chef de magazine et toujours autant triper. C'est sûr, comme on se disait tantôt, tu sais, des fois, les ressources sont moins là, fait que ça devient des fois un petit peu plus frustrant ou, tu sais, t'as envie de... Tu rêves grand, puis vite, faut que tu reviennes un peu sur terre. Il y a ça. Puis j'avoue que, ça, j'en ai parlé un peu dans la dernière année, mais la charge mentale des femmes qui travaillent dans les magazines féminins, je trouve, commence à être un peu ça pof, là. Moi, au niveau de la diversité, tu sais, corporelle, culturelle, d'identité de genre, sexuelle, tout ça, tu sais, on a vraiment fait un effort collectif, je pense, dans l'industrie des magazines féminins au Québec, là, en tout cas, dans les derniers temps, puis ça se ressent, mais c'est sûr que c'est une grosse industrie à faire tourner de bord, puis à faire changer, puis il y a tout plein de départements qui peuvent pas nécessairement toujours suivre aussi rapidement que les équipes éditoriales. Donc, tu sais, il y a beaucoup de oui, mais, tu sais. Donc, autant je voudrais mettre des gens, tu sais, je sais pas comment dire, différents en page couverture, montrer, tu sais, que chaque personne se reconnaisse dans les mots, dans les images, que chaque personne humaine sente que son vécu est important puis qui est représenté, là, parce que, tu sais, la représentation matters, là, comme on le sait, mais autant la charge mentale, des fois, était tellement lourde à porter, Sophie, là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, je me faisais ramasser ces réseaux sociaux, là, des fois, là, tu sais. Puis... Quand je vous regardais dans les dernières années, là, puis tu sais, je sais à quel point... Puis je pense que je le disais quand j'étais en entrevue dans les écoles, parce que des fois, je vais donner des entrevues dans les écoles pour la mode puis la rédaction. Je disais, là, tu sais, protéger Joanie. Mais sincèrement, parce que j'étais comme, c'est des gens comme ça qui font que les choses changent. Ouais. Sauf que le reste autour, s'ils sont pas comme Joanie et où, puis là, je dis Joanie, mais il y a tellement d'autres mondes dans ton équipe là, qui ont fait ces changements-là, mais ben, le reste est trop fort. Ouais.
Puis ces gens-là vont s'épuiser à essayer de changer les choses, tu sais. Oui. Puis moi, j'ai pas vécu votre tournant. Moi, j'ai vécu le début du tournant. Oui. Avec l'arrivée de la diversité corporelle qu'on ne parlait pas et que c'était devenu le mot de l'année. Oui. Et que moi, mon mandat au magazine Clin d'œil, c'était de faire arriver le super diversité corporelle que personne ne parlait. Oui. Et tout le monde, dans tous les domaines, était pas contre moi, juste pas aligné, pas en tout. Ils savaient pas, ils voulaient pas, ils n'avaient rien à cirer. Sauf que de l'autre côté, dès qu'on osait faire un pas dans cette direction-là, on se faisait ramasser. Oui. Moi, je suis dans le milieu et je me faisais ramasser de tous les sens. Puis moi, puis je le dis très ouvertement, moi, c'est ça qui m'a amené à ma démission. Oui, je comprends. J'étais juste plus capable. Oui. Fait que, en vous regardant aller là-dessus, là, moi, j'étais juste, oh mon Dieu, vous avez tout, ce qui est extraordinaire, parce que on fait juste à chaque instant découvrir des nouveaux biais, des nouvelles choses, des choses qu'on n'était pas au courant, puis c'est magnifique parce que le dialogue est ouvert. Oui. Mais le poids versus tout ce que le reste des industries ne veulent pas faire. Oui. Ça revient tout le temps à être notre faute. Puis, tu sais, on mettait une fille ronde en cover, elle est pas assez grosse, elle est trop grosse. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on met de l'avant? On montre la diversité culturelle, OK? Ouais, mais tu sais, ça va moins vendre. OK, mais c'est pas grave, faut le faire quand même parce qu'on veut le faire. Oui, mais là, si les ventes sont pas au rendez-vous, oh mon Dieu, c'était donc bien un échec. OK, on présente un couple de 2 filles ensemble. OK, mais là, vous exploitez leur relation amoureuse. Ben non, c'était pas ça. On présente un gars en page couverture qui porte du make-up ou des bijoux ou qui s'habille de façon non genrée. Ah, ben là, ça, c'est des codes queer. À quoi vous avez pensé de présenter un gars hétéro qui... Puis je comprends tous les biais qu'on peut avoir parce que j'en ai sûrement un nombre infini comme chaque personne humaine. Je pense qu'il y a personne qui a absolument aucun biais. Mais la charge est tellement élevée en lien avec ça, dans le sens où on essaie vraiment juste de commencer à présenter de la diversité. Puis oui, on va faire des erreurs along the way. C'est normal qu'en chemin vers la différence, puis le changement, il va y avoir des erreurs ici et là, mais à un moment donné, ça peut pas être, vous pouvez pas juste taper sur la tête des gens qui essaient de faire ce changement-là arriver parce que, comme tu le disais, les gens se découragent, finissent par démissionner, finissent par jeter la serviette, puis, tu sais, Dieu merci, qui continue à en avoir, qui reste là. Puis, tu sais, moi, c'était vraiment une affaire de j'avais comme 3 jobs en une, puis c'était rendu too much pour moi. Si j'avais pu, j'aurais gardé les L, c'était ma job de rêve. J'aimais ça, ce que je faisais. Tu sais, c'est pas une affaire de j'aimais pas ça. J'aimais ça. Mais cette charge mentale-là, sincèrement, est en train de me détruire à petit feu, là, tu sais. Puis c'est parce que quand t'es dans ce combat-là aussi, c'est qu'il y en a toujours un autre qui arrive. Exact. Je reprends le côté que c'est moi qui te pose des questions, oui. Là, mais tu sais, juste le fait de ton positionnement sur les médias sociaux face à la grossophobie. Oui, oui. C'est un combat constant. Oui. Puis c'est pas à toi acheter. Ton positionnement est très personnel. Oui. Mais le moment où un moment donné, t'auras peut-être juste plus le goût ou tu vas passer à autre chose, ou que ça va juste, ça sera plus ça ton cheval de bataille principal, ou ça va juste être fluide une fois de temps en temps dans tes conversations. Oui. T'as le droit. T'es pas, c'est pas toi qui vas changer le monde au complet sur un sujet. Tu sais, comme, moi, je sais qu'à un moment donné, parce que j'avais parti du podcast Femme de fer, je prenais la cause de la femme comme si c'était moi qui allais défendre tout. Oui. Puis à un moment donné, j'étais là, mais j'en en finirais plus. Ben non, c'est ça. Non. Fait que là, puis dès qu'il arrivait quelque chose, les gens m'écrivaient, ben là, c'est quoi, t'en parles pas? Pourquoi tu dénonces? T'as-tu vu ça? T'as pas dénoncé? J'étais comme, OK, gang, non. Je ne peux pas mentalement prendre ça. C'est pas moi qui va prendre le sort de l'humanité sur ça. Ma discussion est là parmi tant d'autres discussions sur ce sujet-là, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, ça m'a fait plaisir de dire à des gens sur les réseaux sociaux à travers les années, oui, moi, je suis la rédactrice, puis oui, je suis grosse, puis je suis queer, donc j'espère avoir de moins en moins de biais sur ces sujets-là. Je commence à être bien éduquée en la matière, moi-même faisant partie de ces communautés plus marginalisées, en gros guillemets, là. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai pas envie tout le temps d'avoir à faire un coming out à quelqu'un que je connais pas sur Instagram pour lui dire « Ah oui, hein, ben oui, ben la rédaction est queer, fait que oui, j'ai le droit de parler de ça. » Tu sais, c'est comme à un moment donné,
je dois pas ça aux gens. Puis ce qu'on demande aux personnes qui essaient juste de créer du contenu différent ou tu sais, qui créent un changement, justement, ben je trouve que c'est trop gros par rapport à l'implication. Tu sais, c'est trop gros, c'est trop... Je peux pas toujours être Joanie Pietracoupa, grosse queer, qui veut mettre la diversité de l'avant. Il y a des fois, je peux-tu juste être moi comme tout le monde, puis avoir mes billets, puis que ce soit correct, puis qu'on en parle, ça crée des belles discussions, mais créer, tu sais, me faire accuser, recevoir des messages plus ou moins violents, et ça, je trouvais, ça me tuait, là, un petit peu, vraiment, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, puis c'est correct aussi de... Ouais, c'est ça. Prends un break. C'est ça, voilà. Voilà, exactement. Génial. Ben écoute, ben là, moi on peut clore la conversation là-dessus, cette magnifique conversation. Moi je suis contente d'avoir eu de tes nouvelles, tu sais, puis de savoir un peu derrière comment toi aussi, tu sais, ça s'est passé parce que c'est passé beaucoup de choses dans ta vie, puis ce que je trouve le fun de nos deux carrières différentes mais semblables en même temps, tu sais, je l'ai dit à Déno, j'étais comme fallait que je sorte un livre, que Joanie sorte un livre. On va se voir au salon du livre, c'est donc bien le fun. Fait que là, genre, on pourrait ne pas se dire nos prochains projets. Regarde bien, peut-être qu'on va faire la même affaire. Regarde bien, on va se croiser encore, c'est sûr. Ben oui. C'est fait que, t'as fait yes, tu sais. Ouais. Puis, c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. Je trouvais ça important qu'on te mette de l'avant aussi, là. Je trouvais que tu le faisais beaucoup pour les autres, mais c'était cool de t'entendre également. Ouais, mais merci beaucoup. Vraiment. En terminant, je veux savoir, Joanie, est-ce que tu lis quelque chose en ce moment? Là, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je viens de terminer de Myriam Vincent À la maison. J'ai vraiment aimé ça. C'était la première fois que je la lisais. J'ai son autre roman, son premier qui s'appelle Furie. Je l'ai justement acheté au Salon du Livre, tu vois. Puis c'est très, très bon. C'est comme un roman très anxiogène qui se lit d'une traite, là, très stressant. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était différent des romans québécois que je lis habituellement. J'adore. Tu es une fille anxieuse qui lit un roman anxiogène. Tu te remets dedans. C'est génial. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Oh mon Dieu, ça veut dire, tu sais, du fer, ça se plie, mais ça reste toujours intact, là. Fait que j'ai l'impression que femme de fer, ça veut juste dire qu'être vulnérable, puis c'est là-dedans qu'on est fort. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2023? Moins de stress, plus de paix, puis plus de me sentir bien dans mon moi, mettons. Ouais. Dans ton toi. Dans mon moi. Ouais. C'est parfait, ça. Ouais. Génial. Merci beaucoup, Joanie. À toi, ça. Bye. Bye, bye. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.